Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'échantillonnage et la fluctuation pour la classe de terminale scientifique. Alors, je tiens à préciser que déjà, ce que vous voyez ici, ce sont des pages tirées du manuel Césamat. Et je tiens aussi à préciser qu'on va faire usage de façon très répétée dans ce chapitre de, premièrement, des connaissances de seconde. Oui, parce que le chapitre échantillonnage fait partie du programme de seconde. Et donc, si vous avez très peu ou pas du tout de souvenirs par rapport à ce chapitre, vous pouvez trouver les vidéos que j'ai pu réaliser dans ma chaîne sur le même thème. Il faut juste chercher seconde échantillonnage. Et ensuite, on va utiliser donc des notions qu'on a introduites lors de l'étude de la loi binomiale et en particulier plus précisément de la loi normale. D'accord? Donc, vous savez qu'il y a un lien très important sur la loi binomiale et la loi normale. Ici, on va faire des rappels par rapport à ces deux lois. D'accord? Donc, on va assumer que vous savez de quoi on parle. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous savez où trouver des vidéos en particulier sur la loi normale pour la classe de terminale scientifique, toujours dans cette même chaîne, dans le chapitre loi densité. Voilà. Cela dit, on va commencer donc à parler d'intervalle de fluctuation et on va rappeler en fait une définition que vous avez déjà rencontrée mais qu'on va maintenant donner de façon un peu plus précise, un peu plus, disons, adulte. Alors, c'est cette définition-là. C'est une définition donc qui nous permet de parler de qu'est-ce qu'un intervalle de fluctuation. Alors, soit I un intervalle, donc vous imaginez toujours quelque chose de la forme A, B, mais aussi éventuellement de la forme A exclu, B exclu. Bon, vous avez compris, en général, ce sera quand même plutôt cette forme-là. Et on prend S un nombre réel, d'accord? N'importe quel réel. Entre 0 et 1, bien sûr, parce qu'on va parler de probabilité, et X une variable aléatoire. Alors, on va dire que I est un intervalle de fluctuation de X au seuil de S si vous avez la chose suivante, c'est-à-dire que la probabilité que X fasse partie de cet intervalle est supérieure ou égale à S. Alors, je vous explique brièvement ce que cela veut dire. Alors, la fluctuation, comme le dit le mot, ça veut dire flotter. D'accord? Donc, vous devez imaginer que c'est un peu comme si vous aviez un navire dans la mer et que votre navire, justement, il flotte sur l'eau. D'accord? Donc, il est stable, mais ça peut bouger un peu selon le niveau de la mer. D'accord? Ça, c'est un peu l'idée, c'est pour cette raison qu'on utilise quand même le mot fluctuation. D'accord? Donc, il est stable, bien sûr, mais il y a un certain mouvement dont il faut prendre compte. Cependant, donc, cette fluctuation, elle a toujours lieu autour d'un point un peu central qui est une sorte de point d'équilibre, un point stable. D'accord? Donc ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'intervalle de fluctuation de x au seuil de S, ça correspondrait du coup, si on fait un exemple, à dire que la probabilité que x appartienne à un certain intervalle, d'accord, doit être supérieure ou égale à S. Alors dire que nous considérons, et ça va être le cas par la suite, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, ça veut dire du coup que vous prenez S égale à 0,95, d'accord, l'équivalent en probabilité de 95%, et vous dites que la probabilité que X appartienne à l'intervalle en question, donc pour le moment je laisse juste AB pour être en pleine généralité, est quand même supérieure ou égale à 0,95%. Ça veut dire donc que c'est très probable que X appartienne à cet intervalle. Et vous devez imaginer que par rapport à mon petit schéma avec le navire, A et B, en fait, ce sont les bornes de cette fluctuation. D'accord? Donc, ce qui est logique de dire pour un navire, c'est qu'il va toujours flotter donc, dans un intervalle limité par les valeurs A et B. Et c'est logique, parce que les vagues, à la limite, elles vont pouvoir le faire bouger, mais pas plus qu'un certain intervalle. Enfin, avec une probabilité de plus que 95%, parce que bien sûr, s'il y a un tornade qui arrive, probablement votre navire, il va bouger bien plus que l'intervalle AB. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, donc 95% des cas, ça fait quand même beaucoup, le navire ne va pas bouger et donc la variable aléatoire va rester coincée entre A et B. D'accord? J'espère qu'avec cette métaphore, c'est un peu plus clair de comprendre pourquoi on l'appelle déjà l'intervalle de fluctuation. Voilà.
Maintenant, nous allons voir une propriété qui est absolument cruciale. Alors, cependant, je dois aussi avouer que si vous la lisez comme ça, sans avoir des rappels sur le théorème de Moivre-Laplace que nous avons introduit dans le chapitre sur les lois de densité, ça peut paraître un peu compliqué. D'accord? Donc ici, on avait dans ce théorème, hein, on avait que xn, c'était une variable aléatoire qui suivait une loi binomiale de paramètres n et p, et alpha, donc une valeur entre 0 et 1. Alors effectivement, d'après le théorème de Moivre-Laplace, vous avez que la limite pour n, excusez-moi, qui tend vers plus l'infini, de la probabilité de xn divisé par n d'appartenir à un certain intervalle in est supérieur ou égal à 1 moins alpha. D'accord? Mais le plus important, c'est que cet intervalle in, il a une forme explicite et que cette forme-là, ça va être vraiment celle-là qu'on va utiliser tout le temps. Elle est la forme suivante, donc je suis en train de vous la mettre en évidence en ce moment. C'est vraiment celle-là qu'il va falloir retenir et c'est celle-là qu'on va utiliser pour les exercices, pour les exemples et pour les applications. Alors dans cette vidéo, comme vous l'aurez lu, je vais plutôt faire un cours pratique, mais je voulais quand même vous dire de quoi il s'agit. Et donc ce théorème, voilà, il faut absolument le citer. Si vous le souhaitez, je vous en donnerai également la preuve. Mais du coup, pour terminer l'énoncé de ce théorème, vous avez que donc cet intervalle est obtenu donc avec u alpha, le nombre tel que la probabilité que z soit compris entre moins u alpha et u alpha est égal à 1 moins alpha lorsque z soit la loi normale centrée réduite. Donc vous voyez, on a eu vraiment besoin de mentionner à la fois la loi binomiale et la loi normale centrée réduite. D'accord? Donc z suit cette loi. Et in, c'est ce qu'on appellera du coup dorénavant l'intervalle de fluctuation asymptotique de du coup xn divisé par n, ok, au seuil 1 moins alpha. D'accord? Donc si je dis au seuil de 0,95, bah, ça veut dire que du coup alpha doit être égal à 0,05. Comme ça fait 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Alors, comme je le disais, je souhaite que cette vidéo soit une vidéo pratique, donc je ne vais pas détailler toutes les significations de cette propriété, mais je vais vous détailler du coup quel est son usage, l'usage donc de ce théorème. Et pour ce faire, je vais vous rappeler du coup cette remarque qui nous donne des valeurs particulières pour déterminer les intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95% et au seuil de 99%. Alors ça, c'est véritablement les formules qu'il faut apprendre par cœur. Et donc, il s'agit de ces deux formules-là qui nous permettent d'obtenir des intervalles de fluctuation bien plus précis, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle fluctuation asymptotique, que l'intervalle de fluctuation qu'on avait étudié en seconde. D'accord? Déjà, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, il est plus précis de l'intervalle de fluctuation obtenu en seconde au même seuil, et en plus, il y a un intervalle encore plus précis qui est celui au seuil de 99%. Et d'ailleurs, vous avez que cette propriété qui vous dit justement que l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, il est inclus dans l'intervalle p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, qui était l'intervalle de fluctuation étudié en classe de seconde. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, ça c'est l'intervalle de fluctuation simplifié. D'accord? C'est le cas où il y a moins de calculs à faire et je suis sûr que si vous comparez, en fait, vous vous rendez compte que cet intervalle, il est beaucoup plus simple à utiliser que celui-là où il faut quand même un peu plus de maîtrise de la calculatrice et en général des calculs. D'accord? Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ça, c'est vraiment la version améliorée et que cet intervalle-là, en particulier, c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, celui-là, c'est vraiment celui qu'il faut apprendre par cœur absolument. Ça s'utilise beaucoup dans la plupart des sujets du baccalauréat, il apparaît au moins une fois. Dernière chose avant de pouvoir continuer, c'est la remarque que vous lisez juste ici. Dans la pratique, ces deux intervalles permettent d'effectuer des prises de décision, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, au seuil de 95% ou 99%, sous les conditions suivantes. Alors ça, c'est important à retenir. On va toujours demander que ces trois conditions-là soient satisfaites. D'accord? C'est vraiment important de le spécifier. La première condition, c'est que le nombre n de l'ampleur qui vous donne la taille de l'échantillon soit supérieur ou égal à 30, que n fois p
P étant la proportion dans votre population soit supérieure ou égale à 5, donc 2. Et 3, que n fois 1 moins p soit également supérieur ou égal à 5. D'accord? Donc ces trois conditions-là, on va toujours les vérifier. Mais voilà, je vais pour le moment arrêter de faire la théorie et je vais passer à un exemple pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, ça c'est un sujet que j'ai tiré du baccalauréat. Et c'est en particulier le bac de l'année 2018. Donc vous voyez, très récent. Ça fait partie d'une des dernières questions d'un exercice, mais je vous donne, disons, on comprend quand même quelle est la question, même sans avoir lu la partie initiale. Alors, l'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin, en fait, qu'elle conditionne, contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Avant de valider une commande, un acheteur va vérifier cette proportion annoncée. Il prélève alors 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra fin de l'entreprise. Ça veut dire, vous le lisez je pense assez clairement, qu'avec cet prélèvement qu'il effectue, donc de 150 paquets pris au hasard, il est en train de composer un échantillon. Donc notre échantillon sera composé de 150 paquets et donc la taille de l'échantillon sera n égale à 150. Et cette production, elle est labellisée extra fin. D'accord? Donc, a priori, 30% de cette proportion, donc 30% de 150, doit être extra fin. Or, parmi ces paquets, 30 contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. A-t-il de raison de remettre en question l'annonce de l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire que 30 contiennent du sucre provenant de l'exploitation U? Eh bien, je sais que du coup, dans cet échantillon, la fréquence du caractère, le caractère c'est le fait que ça vienne de l'exploitation U, eh bien cette fréquence-là c'est égal à 30 divisé par 150. Or, si vous effectuez cette opération à la calculatrice ou de tête, c'est assez simple quand même, ça vous fait 0,2. 0,2, un pourcentage, ça donnerait 20%. Alors le problème c'est que 20% c'est assez loin quand même de 30%. D'accord? Mais assez loin, ça ne va pas dire que ce n'est pas impossible que, comme c'est un échantillon tiré au hasard, ça puisse être possible que, en fait, voilà, c'est juste une fluctuation justement de la proportion dans cet échantillon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pour savoir s'il faut du coup remettre en discussion l'annonce de l'entreprise, c'est donc ça la question, a-t-il de raison de remettre en question l'annonce de l'entreprise? Eh bien, il va falloir qu'on calcule l'intervalle de fluctuation pour cet échantillon avec cette proportion effective déclarée. Donc, je vous le rappelle, P, c'est donc la proportion effective, c'est celle qui est déclarée donc par l'entreprise. Elle est de 30%, autrement dit, P égale à 0,3. D'accord? On écrit toujours tout avec les décimaux. Très bien. Donc, il va falloir que je calcule l'intervalle de fluctuation d'un échantillon avec proportion effective 0,3 et taille de l'échantillon 150. Alors, ce que l'on fait, en général, c'est qu'on commence toujours par calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% et en général, ce sera suffisant. Alors, calculer l'intervalle de fluctuation du coup asymptotique, je rajoute, calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, du coup, ça se fait si on vérifie trois conditions. Alors, les trois conditions sont 1. Que n soit supérieur ou égal à 30, on a dit. Et ici, vous avez que 150, il est bien supérieur ou égal à 30. 2. Que n fois p soit supérieur ou égal à 5. Alors, n ici, c'est 150. P, c'est 0,3. Et si vous effectuez cette opération, eh bien, vous obtenez comme résultat 45. 45, il est visiblement supérieur ou égal à 5. Et troisième condition, c'est que n fois 1 moins p soit supérieur ou égal à 5 également. Alors ça fait 150 fois 1 moins 0,3. Donc ça fait 150 fois 0,7. Et si vous effectuez cette opération, eh bien vous trouvez que ça fait 105. Et ça, c'est bien sûr supérieur ou égal à 5.
Donc, on est bon. On a vérifié la première, la deuxième et la troisième. Je peux donc passer au calcul de cet intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de façon explicite. Je vous rappelle la formule que nous avons introduite. La formule nous dit que l'intervalle est donné par P moins 1,96 fois une grosse fraction où c'est marqué P qui multiplie 1 moins P divisé par la racine carrée de n. Et ensuite, je vais mettre la même chose exacte, sauf qu'il y aura un plus devant le 1,96. D'accord? Fois racine carrée de P divisé par 1 moins P, le tout divisé par la racine carrée de n. Vous avez donc ici votre formule. Donc si je remplace, cela me donnerait 0,3 moins 1,96 fois la racine carrée de 0,3 fois 0,7 divisé par la racine carrée de 150, point virgule, 0,3 plus 1,96 fois, du coup, exactement la même chose, 0,3 fois 0,7 divisé par racine carrée de 150. Alors, je vous passe l'étape de l'écrire à la calculatrice, mais je vous invite à le faire. Il faut toujours maîtriser cet instrument, c'est d'une importance cruciale. Et je vais arrondir au millième, d'accord? Donc, précision 10 puissance moins 3. Et vous trouvez que ça vous fait 0,227. Ça, c'est l'extrême de gauche. Et à droite, vous avez 0,373. Ça, celui qu'on vient d'écrire ici, c'est notre intervalle de fluctuation. D'accord? Alors la question c'est, ok d'accord, mais est-ce que la fréquence de l'échantillon, donc celle qu'on a calculée auparavant, appartiendra à cet intervalle? Parce que comme ça c'est la fluctuation possible donc des fréquences que je suis censé trouver selon la déclaration de l'entreprise, donc que ce soit 30%, donc 0,3 la proportion du sucre qui provient de la entreprise U, eh bien je devrais du coup vérifier si 0,2, que j'ai écrit ici, vous voyez, appartient ou pas à cet intervalle. D'accord? C'est ça, parce que F0, c'est donc la fréquence de l'échantillon que j'ai trouvé pour l'échantillon que j'ai considéré dans cette situation. Et j'ai trouvé dans cet échantillon que 0,2 était la fréquence donc du sucre qui provenait de la entreprise U. Et je remarque que 0,2 n'appartient pas à cet intervalle. Vous voyez qu'il est plus petit que 0,227 et bien sûr beaucoup, donc à l'extérieur de cet intervalle. J'en déduis. Alors ici, je vais vous faire remarquer, hein, cet intervalle, il est au seuil 95%. C'est quand même beaucoup, ce pourcentage. Donc j'en déduis que, très probablement, mais ce n'est pas sûr à 100%, du coup c'est sûr à 95%, donc très probablement, l'affirmation de l'entreprise doit être rejetée. Voilà donc sur comment on effectue un exercice de ce type-là. En fait, vous voyez, le plus important, c'est d'identifier les données avec lesquelles on travaille. Parce qu'une fois qu'on a effectué cette phase, après les calculs ne sont pas compliqués, hein. Il faut juste appliquer cette formule qui est vraiment la formule la plus importante du chapitre et de loin. D'accord? C'est crucial de l'apprendre par cœur. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Après, bien sûr, il faut aussi vérifier les trois hypothèses que je suis en train de vous souligner en ce moment. Mais voilà, si jamais vous oubliez, en général, disons qu'elles sont presque automatiquement vérifiées. Donc ce n'est pas très grave, mais bon, c'est quand même mieux de les rappeler à chaque fois. Voilà, ça c'est un premier exemple. Je vais vous en donner d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.